7h30 et c'est l'heure du journal, chers téléspectateurs. Merci et bienvenue. Dans cette édition du 2 février 2026, nous allons parler de la reprise des travaux à l'Assemblée nationale où ce lundi marque la toute première session ordinaire de l'année législative. Également, nous allons aborder la tournée du ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdi Hamid Lolo, au sud du Tchad. C'était là les titres. Bienvenue. La première session ordinaire de l'année législative 2026 de l'Assemblée nationale du Tchad s'est ouverte ce lundi 2 février en N'Djamena. Dans son discours inaugural, le président de l'institution, Ali Koloto Tchaimi, a rendu un hommage appuyé au maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, récemment distingué par le prix africain pour la paix 2026, tout en alertant sur les défis sécuritaires et la dégradation du pouvoir d'achat des populations. Haturungi Marinoué nous en dit plus. La cérémonie d'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale pour l'année 2026 s'est tenue ce lundi dans l'hémicycle sous la présidence d'Ali Koloto Tchaimi, président de la représentation nationale. L'événement a réuni une forte délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur Tom Erdimi, représentant le Premier ministre ainsi que plusieurs membres de l'exécutif et des diplomates accrédités au Tchad. Dès l'entame de son allocution, le président national a rendu un hommage solennel au maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, récemment désigné lauréat du prix africain pour la paix 2026 à Genève. Pour la représentation nationale, cette distinction dépasse le cadre honorifique et constitue une reconnaissance internationale du rôle central joué par le Tchad dans la promotion de la paix et de la stabilité en Afrique centrale et sahélienne. Ali Koloto Tchaimi a également mis en exergue la dimension humanitaire de l'engagement tchadien, rappelant que le pays accueille aujourd'hui plus d'1 million de réfugiés soudanais fuyant les violences dans leur pays, illustrant ainsi, selon lui, la solidarité et la responsabilité historique du Tchad face aux crises régionales. Sur le plan national, le président de l'Assemblée a placé cette rentrée parlementaire sous le double signe de la sécurité et des préoccupations socio-économiques. Il a évoqué avec gravité les récents événements survenus à Korbol, dans la province du Moyen-Chari, appelant le gouvernement à une vigilance accrue et à des actions rapides pour préserver la paix et la cohésion sociale. Abordant la question du pouvoir d'achat, Ali Koloto Tchaimi a lancé un appel pressant à l'exécutif pour la mise en œuvre de mesures concrètes et efficaces afin de soulager les populations face à la cherté de la vie, devenue une préoccupation quotidienne majeure pour de nombreux ménages tchadiens. Un appel solennel formulé devant les députés, les membres du gouvernement et le corps diplomatique fixe le ton des travaux parlementaires à venir. Il place la réponse aux urgences sécuritaires et la protection du pouvoir d'achat au cœur des attentes du législatif vis-à-vis de l'action gouvernementale. Ainsi ouverte, la session ordinaire 2026 s'annonce comme un moment politique déterminant au cours duquel les débats et les initiatives sont scrutés à l'aune de deux défis majeurs: la consolidation de la stabilité intérieure et l'amélioration des conditions de vie des citoyens. La réunion du comité d'experts du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA s'est ouverte ce lundi 2 février 2026 à N'Djamena. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée dans un hôtel de la place sous la présidence du ministre de la Jeunesse, garde des Sceaux, chargé des droits humains, le docteur Youssouf Tom Tansou Hamta y était. Cette rencontre permettra aux experts de l'OHADA d'examiner le processus d'élaboration, de révision et d'amélioration des actes uniformes considérés comme des instruments clés de la sécurité juridique et judiciaire des affaires dans l'espace OHADA. Dans son allocution, le président de la Commission nationale OHADA du Tchad, Mohamed Saleh Ben Bian, a salué la tenue de cette session en N'Djamena. Il a souligné qu'elle marque également la fin de la mandature du Tchad à la présidence du Conseil des ministres de l'OHADA, une responsabilité assumée avec engagement et détermination. Cette 60e réunion du Conseil des ministres revêt une importance particulière pour le Tchad, car elle marque la fin de notre mandature à la présidence du Conseil des ministres. Ce fut un privilège de servir notre organisation et de contribuer à notre humble niveau à la poursuite de ces nobles objectifs. Nous sommes fiers du chemin parcouru ensemble
et des avancées significatives que nous avions pu réaliser. De son côté, le secrétaire permanent de l'OHADA, professeur Mayata Ndiaye, a exprimé dans son discours son optimisme quant à l'atteinte des objectifs assignés à l'organisation au cours de cette année, réaffirmant l'importance de la coopération entre les États membres. Nous souhaiterions bien évidemment que dans les 2 années qui suivent, à compter du mois de septembre, que cette mise en harmonie de la réglementation des commissions nationales OHADA au niveau national puisse se faire, parce que nous n'avons que 2 ans pour le faire. Nous avons besoin que ça se fasse le plus tôt possible, afin que les actions qui doivent être menées pour bien accompagner les commissions nationales OHADA puissent effectivement être mises en œuvre, ou au moins être initiées sur le territoire national. Au cours de leurs travaux, les experts auront à examiner plusieurs projets de texte et à formuler des recommandations techniques à l'attention du Conseil des ministres de l'OHADA. Ces propositions visent à moderniser le droit des affaires et à l'adapter aux réalités et aux évolutions économiques actuelles. Ouvrons les travaux de cette session. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux et chargé des droits humains, Dr Youssouf Tom, a formulé le vœu qu'elle constitue un cadre où les experts mettront leur génie au service de la communauté. Suivez. 5 mois se sont écoulés depuis que nous étions retrouvés en ces mêmes lieux pour écrire ensemble de nouvelles pages de l'histoire de l'OHADA et poursuivre avec engagement et modestie l'œuvre des pères fondateurs. C'est avec un immense plaisir que la République du Tchad vous accueille à nouveau à N'Djamena à l'occasion des travaux de la 60e session du Conseil des ministres de l'OHADA. En cette circonstance, il m'est particulièrement agréable de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue au nom du maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, au nom du gouvernement et du peuple tchadien tout entier. Soyez les bienvenus à N'Djamena, dont vous connaissez déjà les coins et recoins. Sentez-vous-y bien, car ici vous êtes chez vous. Mesdames et messieurs, qu'il me soit permis à l'orée de mon propos d'exprimer ma profonde reconnaissance à l'endroit du Tchad, à l'endroit du chef de l'État, qui m'a accordé une oreille de plus attentive et un soutien sans faille depuis que la République du Tchad a accédé à la présidence de l'OHADA. Ma gratitude va aussi à l'endroit de mes collègues du gouvernement et en particulier au ministre d'État, ministre des Finances, du Budget, de l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale, membre statutaire du Conseil des ministres de l'OHADA. Je voudrais également vous remercier, mesdames et messieurs les experts, d'avoir une nouvelle fois sacrifié à l'appel du devoir en effectuant le déplacement de N'Djamena. Votre présence massive à cette réunion préparatoire des travaux de la 60e session du Conseil des ministres témoigne de votre engagement renouvelé pour la promotion continue de la sécurité juridique et de l'état de droit économique que l'OHADA incarne aujourd'hui bien mieux que toute autre organisation. Comme annoncé en titre, en visite dans la province de la Tandilé, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamid Loni, a marqué de sa présence les activités organisées au stade municipal de l'Aï, une étape majeure de sa tournée méridionale visant à évaluer les réalités du terrain, à soutenir les acteurs locaux et à traduire en actions concrètes la vision présidentielle faisant du sport un levier d'épanouissement et de cohésion nationale. Bayrakoula Maxime.
Dans le cadre de sa tournée dans la zone méridionale du Tchad, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Amit Loni, a effectué une visite à Laye, chef-lieu de la province de la Tangilé. Cette descente sur le terrain avait pour objectif d'apprécier de visu l'état du développement des pratiques sportives locales et d'échanger directement avec les acteurs qui en assurent la vitalité du quotidien. Accompagné des autorités provinciales, le ministre s'est rendu au stade municipal de Laye où il a assisté à plusieurs activités sportives organisées par les structures locales. Cette présence a été perçue comme un signal fort de l'attention soutenue que les plus hautes autorités du pays, à l'instar du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, accordent au secteur sportif. Au-delà des échanges et des encouragements, la visite a été marquée par un acte concret illustrant la volonté du gouvernement de renforcer les capacités sportives locales. Le ministre a procédé à la remise officielle des lots d'équipements sportifs destinés à plusieurs disciplines. Ces équipements ont été remis au délégué général du gouvernement auprès de la province en vue de leur transmission au délégué provincial de la jeunesse et des sports. Notre engagement est total et constant. Il s'agit d'impulser un changement durable au bénéfice de nos jeunes sportifs, a déclaré le ministre Maïdé Amit Loni. Soutenir la délégation afin de faire face au manque des équipements pour le moment. Cette étape de Laye à forte portée symbolique illustre la nouvelle dynamique que le gouvernement entend insuffler à la politique sportive nationale. Une action de proximité ancrée dans les réalités locales et résolument tournée vers l'avenir de la jeunesse tchadienne. En mission gouvernementale dans la province du Mayo-Kébi-Ouest, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Amit Loni, a consacré l'après-midi du samedi 31 janvier 2026 à des échanges francs et approfondis avec les leaders des mouvements et associations de jeunesse. Une rencontre stratégique placée sous le signe du dialogue, de l'écoute et de la co-construction de l'avenir. Mayrakula Maxime nous en dit plus. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Amit Loni, poursuit sa dynamique de proximité avec les jeunes. Au Mayo-Kébi-Ouest, cette démarche s'est traduite par une rencontre directe et sans filtre avec les responsables des mouvements et associations des jeunes de la province. Durant plusieurs heures d'échange, les jeunes ont exprimé librement leurs attentes, leurs préoccupations et leurs propositions autour des enjeux majeurs qui les concernent, notamment l'emploi, la formation, l'entrepreneuriat, la cohésion sociale et la participation citoyenne. Le ministre a pour sa part fait preuve d'une écoute attentive, favorisant un climat de concertation ouverte et constructive. Cette rencontre a permis de mettre en lumière une jeunesse consciente des défis, mais surtout déterminée à jouer pleinement son rôle dans la construction d'un avenir meilleur. Les contributions recueillies traduisent une volonté collective et de s'impliquer davantage dans les processus de développement local et national. Nous sommes venus pour vous écouter. Nous sommes venus également constater dans quelles conditions évoluent nos sportifs, dans quelles conditions sont nos jeunes. Nous sommes venus également pour livrer des messages, pour consolider la confiance entre les jeunes et les décideurs. S'inscrivant dans la vision du président de la République, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, ces échanges réaffirment l'engagement du gouvernement à promouvoir une jeunesse responsable, unie, actrice du développement national. À travers cette tournée, le ministre de la Jeunesse et des Sports réitère sa volonté de bâtir avec les jeunes des politiques publiques adaptées aux réalités du terrain et porteurs d'espoir pour l'avenir du pays. En bref, cette fois-ci, le président du syndicat indépendant des enseignants du Tchad, Siet Faustin Dimoudouel, est condamné à 12 mois d'emprisonnement ferme et 25 000 francs d'amende. Le verdict de son procès est tombé cet après-midi du 2 février 2026 au tribunal de grande instance de N'Djamena. Les 2 et 3 février 2008 resteront à jamais gravés dans la mémoire collective des Tchadiens. Ce jour-là, à N'Djamena, la capitale a été le théâtre d'une violente attaque rebelle visant à renverser le régime du président Idriss Déby Itno au pouvoir depuis 1990. Cette incursion armée d'une rare intensité a profondément marqué le pays, provoquant d'énormes pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels. Un souvenir douloureux que nul Tchadien ne souhaite revivre. Nanturungi Marie-Noël revient une fois de plus. Il y a exactement 18 ans, le Tchad traversait l'une des périodes les plus sombres de son histoire contemporaine. Les colonnes rebelles, venues principalement de l'est du pays, avaient réussi à pénétrer jusqu'au cœur de la capitale, donnant lieu à de violents affrontements avec les forces loyalistes. Pendant près de 48 heures, N'Djamena a vécu au rythme des combats, des bombardements et de la peur, plongeant la population civile dans une angoisse indescriptible. Malgré cette avancée spectaculaire, les rebelles n'ont pas réussi à atteindre leur objectif principal,
principal, le renversement du pouvoir en place. Les forces de défense et de sécurité restées fidèles au président Idriss Déby Itno ont finalement repris le contrôle de la situation, mettant en déroute les assaillants. Le régime a également bénéficié d'un soutien militaire et logistique déterminant de la France, un appui qui a pesé lourd dans l'issue du conflit. Le bilan humain de cette guerre urbaine est particulièrement lourd. Selon les conclusions d'une commission nationale d'enquête, les affrontements ont causé la mort de 977 personnes, civiles et militaires confondus, et fait 1758 blessés. Le rapport fait également état de 380 personnes détenues et de 32 cas de viol officiellement déclarés, révélant l'ampleur des violations des droits humains survenues durant cette crise. Cette guerre s'est soldée par une victoire militaire pour le régime. Ses conséquences sociales, politiques et psychologiques demeurent profondes. Elle a consolidé le pouvoir d'Idriss Déby Itno, qui est resté à la tête de l'État jusqu'à sa mort en avril 2021. Mais elle a aussi laissé des cicatrices durables dans la société tchadienne. 18 ans après, ce douloureux épisode rappelle l'urgence de préserver la paix, de renforcer le dialogue politique et de tirer les leçons du passé afin d'éviter que de tels drames ne se reproduisent. Chaque 2 février, le monde célèbre la journée mondiale des zones humides, des espaces naturels essentiels à la biodiversité, à la sécurité alimentaire et à la lutte contre le changement climatique. Pourtant, ces écosystèmes demeurent fortement menacés par les activités humaines. Retrouvons Della Nathalie. Marais, lacs, plaines inondables ou encore cours d'eau, les zones humides jouent un rôle crucial dans l'équilibre écologique de la planète. Elles régulent les inondations, filtrent et stockent l'eau, soutiennent l'agriculture et abritent une biodiversité exceptionnelle. Instituée en 1971, à travers la Convention de Ramsar, la Journée mondiale des zones humides a pour objectif de sensibiliser les populations à l'importance des écosystèmes longtemps sous-estimés. Pourtant, selon les experts, plus de 35% des zones humides mondiales ont disparu en quelques décennies seulement, principalement en raison de l'urbanisation anarchique, de la pollution et des effets du changement climatique. Le Tchad, pays riche en zones humides, notamment avec le lac Tchad et ses zones périphériques, la dégradation de ces milieux naturels constitue une menace directe pour les moyens de subsistance des communautés locales. Pêcheurs, agriculteurs et éleveurs subissent déjà les conséquences de la raréfaction de l'eau et de la perte de biodiversité. Face à cette situation alarmante, les spécialistes appellent à une gestion durable des zones humides et à une mobilisation collective des pouvoirs publics, des communautés locales et des partenaires internationaux. En cette journée internationale des zones humides, l'accent est mis sur la protection, la restauration et l'utilisation responsable de ces écosystèmes vitaux, afin de garantir un avenir durable aux générations futures. Les infections urinaires constituent une cause fréquente de consultation médicale chez les femmes, leur origine allant de facteurs bactériens à des facteurs liés à l'hygiène. Alors que le système de santé tchadien fait face à des défis structurels, la rédaction de Tchad 24 s'interroge sur les principaux facteurs et sur les mesures possibles pour prévenir et traiter cette maladie. Suivez cette chronique. L'infection urinaire est l'infection bactérienne la plus fréquente chez la femme. Selon diverses sources, environ 50 des femmes auraient au moins un épisode symptomatique au cours de leur vie. Chez la femme, l'infection urinaire et plus particulièrement la cystite correspond à une inflammation de la vessie due à des bactéries qui remontent l'urètre, le conduit par lequel l'urine est évacuée de la vessie vers l'extérieur. Elle se manifeste par des brûlures lors de la miction, une envie d'uriner fréquente et des douleurs pelviennes. Cette pathologie est particulièrement répandue dans les pays en développement, en lien avec les facteurs tels que l'hygiène, l'accès aux soins et les pratiques antibiotiques. Les signes cliniques les plus fréquemment rencontrés sont les brûlures ou des douleurs pendant le besoin, l'envie impérieuse et fréquente d'uriner, douleurs dans le bas-ventre, urine trouble ou malodorante et parfois présence de sang dans les urines. La fièvre supérieure à 38 degrés Celsius peut indiquer une complication éventuelle.
Prévenir les infections urinaires passe par une évaluation médicale appropriée pour déterminer le type de gravité de l'infection et adapter le traitement antibiotique en conséquence. Pour les infections légères ou chez certaines populations, le médecin peut proposer une surveillance et une antibiothérapie si les symptômes persistent ou s'aggravent. Parmi les conseils pratiques, boire abondamment, environ 1,5 litre d'eau par jour, uriner après les rapports sexuels, éviter les douches vaginales et les produits irritants. Au Tchad, les données spécifiques sur les infections urinaires féminines ne sont pas toujours disponibles dans les résultats officiels, même si les infections constituent une cause fréquente de consultation et suscitent des préoccupations au niveau national. La consommation du tamarin au quotidien permet de nettoyer les organes essentiels tels que le foie et les reins, mais son mélange de 3 combinaisons avec du sucre et du piment entraîne un déséquilibre nutritionnel, un trouble intestinal si la consommation est exagérée. Le docteur Kemoral Aristide, nutritionniste, la consommation en excès a des conséquences sur la santé. Suivez. Le tamarin est un fruit qui est de part d'abord riche en macronutriments, c'est-à-dire en glucides, en fibres alimentaires, un peu de protéines, également on en trouve aussi un peu de lipides. Et en micronutriments, notamment les vitamines B, également la vitamine C qui est un très bon antioxydant, et, qui stimule également le système immunitaire. Et riche aussi en minéraux tels que le magnésium, le calcium, aussi le fer. Avec d'autres conséquences notoires qui sont par exemple chez les enfants, il ne faut pas qu'ils consomment parce que ils n'ont pas encore un système digestif bien assis, parce que ça peut créer les reflux gastro-œsophagiens, ça peut créer l'ulcère gastrique chez ces enfants. Cette combinaison, si elle est consommée modérément, ça favorise la digestion, mais si elle est consommée à outrance, ça peut créer beaucoup de problèmes au niveau digestif. Et chez les diabétiques, avec le sucre qui est directement dedans, c'est pas vraiment intéressant pour eux. Parce que c'est un sucre qui est un sucre rapide, donc c'est pas vraiment intéressant pour eux. Et il faut également éviter la consommation de cet aliment-là chez ces enfants parce que ça favorise également l'installation des futurs diabétiques en fait. Voilà. Donc il faut vraiment éviter cela. On peut aussi ajouter le risque chez ces enfants-là d'un déséquilibre nutritionnel parce qu'il faut beaucoup plus favoriser l'alimentation riche en protéines pour favoriser la croissance de ces enfants-là. Une alimentation beaucoup plus riche en glucides en fait. Voilà. Quand c'est trop sucré, c'est-à-dire que c'est déséquilibré, donc la croissance ne va pas vraiment répondre. Un tour à l'international où en Iran, les autorités classent les armées de l'Union européenne comme un groupe terroriste. Au Burkina Faso, l'art se dresse comme une arme de sensibilisation contre le terrorisme à Gaza. Le point de passage de Rafah rouvre partiellement. Ce sont là quelques faits marquants de l'actualité internationale, suivis par Marouka Cécile. Quelques jours après que l'Union européenne a accepté d'inscrire le corps des gardiens et de la révolution islamique sur sa liste des organisations terroristes, l'Iran a annoncé des mesures de représailles en classant les armées des pays membres de l'UE comme des groupes terroristes. Cette décision intervient dans un contexte de répression particulièrement sanglante menée par la République islamique contre les manifestations populaires, la plus violente depuis sa création en 1979. Les armées des pays européens sont désormais considérées comme des groupes terroristes et l'Union européenne sera tenue pour responsable des conséquences de cette décision, a déclaré Mohamed Bagher Kalibaf, président du Parlement iranien. Au Burkina Faso, l'art s'impose comme un puissant outil de lutte contre l'extrémisme violent. La comédie musicale Une veillée au Sahel, fruit d'une collaboration artistique entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, abordée avec sensibilité les problématiques majeures de la région sahélienne. Théâtre, danse et musique s'y entremêlent pour faire la scène un espace de dialogue, de mémoire et de réflexion. Présentée à Ouagadougou, cette œuvre réunit sur une même scène 3 acteurs issus de 3 pays partenaires, tous confrontés
à des graves défis sécuritaires. Porteuse d'espoir, cette création artistique promeut des valeurs de paix, d'amour, de tolérance et de cohésion sociale. Enfin, au Moyen-Orient, le point de passage de Rafah a ouvert lundi 2 février dans les deux sens, permettant à un nombre limité de personnes de circuler entre la bande de Gaza et l'Égypte. Cette reprise du trafic, qui fait suite à une ouverture partielle la veille, reste strictement encadrée. Seules 50 personnes sont autorisées à franchir la frontière dans chaque direction, sans acheminement de marchandises ni d'aide humanitaire. Situé à l'extrême sud de l'enclave palestinienne, à la lisière du désert du Sinaï, le poste de Rafah demeure soumis à des conditions rigoureuses. Les voyageurs doivent obtenir une autorisation sécuritaire préalable, limiter leurs bagages et respecter des restrictions strictes concernant les médicaments. Les objets électroniques et métalliques sont interdits. Cette réouverture s'inscrit dans une phase pilote coordonnée par les autorités israéliennes en collaboration avec l'Égypte et la mission européenne. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. De là, portez-vous bien et demain à la même heure.